Je me rends compte quand même particulièrement mettre Jadina ou Shimi en avant dans cette série. Non pas qu'on met pas un petit peu les autres en avant, mais ouais, on n'a toujours pas eu d'épisode centré sur Griff par exemple. Vraiment, Griff n'a pas été particulièrement au centre d'un seul épisode jusqu'à présent. En tous les cas, on tombe dans un épisode qui n'est pas lancé avec un gros comme par hasard. Nos héros tombent sur l'intrigue. Donc cool, ça en fait 4 sur 11 d'épisodes comme ça. C'est déjà... Ça commence à s'équilibrer un petit peu plus. Donc ouais, ça commence avec une image un petit peu sinistre, ou ouais, ça commence avec une princesse sur le trône d'Orchidia, et donc on sait tout de suite qui est le grand méchant, alors qu'on aurait pu faire un mystère autour de ça une fois de plus. Dommage, mais bon, hein, trop compliqué d'essayer de mettre en place des mystères dans cette histoire, hein. Et ouais, après ça, on passe à Jadina et la bande, donc ils sont en train de camper et il pleut. Voilà, il pleut et Jadina, elle, s'énerve un petit peu. Ah merde, ça me manque un vrai lit, une bonne douche, des plats un peu recherchés. Est-ce que c'est trop demandé? Et à nouveau, il y a des personnes qui sont un peu plaintes que Jadina était un petit peu trop stéréotypée à ce niveau-là. Une fois de plus, c'est totalement sa personnalité. Hein. Je veux dire, on l'a pu peut-être un petit peu trop, deux, trois moments, et on fait des gags qui sont pas fameux autour de ça, mais c'est totalement elle. Hein. Avant le tome 11, parce qu'à partir du tome 11, il va y avoir un gros changement assez important chez Jadina, avant le tome 11, elle a toujours été une princesse précieuse qui aimait un petit peu ce genre de choses, et au début on appuyait bien quoi. La première rencontre qu'on a avec Jadina dans le tome 1, elle appuie à fond le fait que ça lui manque la vie un peu luxueuse qu'elle avait. Dans les tomes 3-4, c'est quelqu'un qui aime les balles, aime ce genre de petites mondanités, c'est son truc à Jadina, et voilà, une fois de plus je trouve que la plupart des personnages ont leur personnalité bien respectée. Il y a que Griff qui est juste là. Quoi. Je veux dire, c'est pas non plus comme s'il était, c'était une insulte au personnage en termes de personnalité, mais c'est vrai qu'il est beaucoup trop rabaissé le personnage par rapport à qui il était. C'était peut-être un petit peu trop osé aussi. Cela dit, il aura une petite scène sympathique, Griff, dans cet épisode, histoire de dire quand même qu'on le foire pas complètement, clairement pas. En tout cas, voilà, elle est en train de se plaindre, elle finit par se casser la figure dans une flaque, et c'est là, alors qu'elle est un peu dans les vapes, qu'il y a Jadilina qui lui vient en apparition. Et une fois de plus, pour la énième fois, on tombe sur un épisode où, quand on connaît pas la BD, on est paumé. Parce que, si vous connaissez pas la BD, vous savez pas le passif de Jadina, comment il a été appuyé, eh ben, vous comprenez pas du tout ce qui se passe, quoi. Une espèce d'apparition dans sa tête d'une femme qui s'appelle Jadina, qui au passage est rendue de façon dégueulasse. Je veux dire, elle est mille fois mieux, mille fois plus fluide à regarder dans la BD. Là, je me dis, fais faire votre Jadina, Et, ouais, quoi, dans la BD, c'est clairement expliqué que c'est l'âme de la déesse qui veille sur la famille de Jadina et compagnie, et qui est un petit peu qui est un petit peu attiré grâce au bâton aigle, même s'il n'y a pas que ça quoi. Mais voilà, c'est le sang de Jadina qui attire un petit peu ça, c'est la déesse qui veille sur cette famille là. Donc voilà, elles sont liées un petit peu, et c'est pour ça, lorsqu'elle a pressenti qu'il y avait quelque chose de mal qui se passait au royaume d'Orchidia, et ben elle a fait appel à Jadina dans une espèce d'apparition alors qu'elle était dans les vapes, en lui donnant un message un peu cryptique. Enfin, elle essaye d'être claire, mais c'est embrouillé pour une raison X. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, elle essaye de dire des trucs spécifiques. Il y a un espèce de sorcier qui s'attaque au trône, là. Et il y a une partie du message qui est coupée, de façon à ce que si elle sache pas exactement quoi faire. Sachant que bon, honnêtement, les indications qu'elle donnera, je dis Lina, ça sert pas à grand chose quand on verra la résolution par rapport à ça. Mais enfin bon, c'est quand même intéressant pour qui connaît que Jadina participe un petit peu de cette façon-là, un peu dans les songes de Jadina et tout. Et si vous ne connaissez pas de la BD, vous serez paumé, vous ne comprendrez pas d'où ça sort. Hein. Une fois de plus, niveau d'écriture, pas super bien pensé, hein, vraiment pas super bien pensé pour les néophytes. Hein. En tout cas, là, c'est l'interprète Jadina et compagnie qui se disent tiens, il faut qu'on file à Orchidia pour s'occuper de ça. Et donc, au début, ils se font passer incognito. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'on les voit porter leur capuche pour pas se faire reconnaître par le public. Alors, juste un truc par rapport à ça, ça vous rend un peu louche quand même, les gars. J'ai regardé ces gens qui veulent pas qu'on voit leur visage en entier et tout et tout. Est-ce que c'est pas un peu louche? Est-ce que ça devrait pas attirer l'attention ça? J'ai ça comme ça, hein. Surtout quand on se mélange à une foule de visiteurs, parce que voilà, il suit une foule de visiteurs qui visitent les mines
de Gamera. Alors là aussi, ça va être compliqué si vous avez pas suivi la BD parce que ça vous est balancé comme ça, paf. Alors que bon, faut dire un petit peu que c'était aussi balancé comme ça dans la BD, dans le tome 13, où on faisait tout un espèce d'encart, une grosse page qui expliquait bien comment ça fonctionnait ce truc-là. Mais voilà quoi, il y a un arbre qui s'appelle Gamera qui est sous le royaume d'Orkingia, et c'est par rapport à sa sève qu'on tire l'essence de Gamera cachée, qui permet de faire le fameux jade qui a notamment fait l'arme de Jadina. Voilà, donc c'est expliqué très rapidement. Je sais pas si ça passe mieux dans cette version-là. Je trouvais que c'était un peu trop rapide pour ça, mais bon là, ils essayent d'enquêter un petit peu sur ce qui se passe. Jadina dit oui, il faut pas qu'on se fasse reconnaître parce que oui, je suis toujours un petit peu banni de mon royaume, moi. Et voilà, alors, ils se montrent discrets en étant totalement cons en fait. Durant la visite, il y a le mec qui leur dit voilà comment ça se passe, voilà comment on tire cette sève, comment on s'en sert pour faire le jade. Il y a Jadina qui dit oui mais il faut en faire, faut en prendre un tout petit peu pour que ça marche. Et il y a l'autre mec qui dit ensuite oui mais en plus de ça, il y a très peu d'objets qui sont faits purement en Gamera gâché, sauf le bâton aigle de la princesse Jadina. Hein. J'aime me faire remarquer, je suis très discrète. Ouloulouloulou. C'est grâce à cette intervention qu'elle finit par apprendre de la bouche du mec qu'il y a une nouvelle princesse à Orchidia. Donc c'est une cousine disparue de Jadina ou d'Adéride, la reine, qu'on a retrouvée comme ça et qui correspondait totalement à la description de cette cousine-là qui avait disparu en mer. Et donc, très vite, on en a fait la nouvelle princesse parce que merde. Il y avait besoin d'une princesse pour, je sais pas, prendre succession de la reine au cas où elle meurt ou une connerie comme ça. Elle avait plus trop ça. Sachant qu'avant ça, si elle était morte, Adéride, elle aurait quand même pris sa place, je pense, Jadina, ou un truc comme ça. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Voilà, mais c'est allé assez vite, ça. Peut-être que c'est de la manipulation mentale de la part de cette fausse princesse, parce qu'on voit tout de suite, dès le début, il nous spoil la chose que c'est une manipulation mentale, alors que ça aurait pu être cool de jouer un peu là-dessus, de faire un peu de mystère là-dessus, mais ouais, on sait tout de suite que c'est elle la méchante, qu'elle manipule certains trucs, et voilà. En tout cas, ouais, en apprenant ça, Jadina se dit « Oh, c'est forcément elle, la méchante !» Alors que bon, il n'y a rien qui te porte à le croire particulièrement, à part que c'est vrai, un nouveau truc dans la ville, donc ouais, c'est une piste à envisager, mais elle se dit direct, c'est forcément elle. Parce que elle est jalouse en fait. Il y a une espèce de relent de jalousie qui se forme parce que les gens disent elle est tellement meilleure que Jadina, cette nouvelle princesse, tellement plus sympa. Parce qu'elle se montre gentille avec les gens, tout ça. Et ouais, apparemment, elle fait parler d'elle, et c'est que maintenant que nos légendaires en entendent parler, parce que oui, ils n'ont pas pris la peine d'entendre les rumeurs ou quoi que ce soit en arrivant, ils sont directement jetés là. Enfin bref, voilà, ils se disent, tiens, il faut qu'on enquête sur cette femme-là, sur cette fameuse Adénia, qui au passage était amnésique quand on l'a trouvée. C'est-à-dire qu'en plus de pas être directement en succession, elle était amnésique, donc elle se souvenait pas trop de son passé, et donc peut-être de certains protocoles, etc. Et pourtant, on accepte de la nommer princesse. Une fois de plus, on va dire qu'il y a une manipulation magique derrière ça, hein, parce que c'est vrai que ça fait très con de la part du royaume, même si elle est gentille, hein, cette femme, hein, enfin, en apparence. Bref, on voit une fois de plus le légendaire toujours aussi discret, vu que 30 secondes, 20 secondes après que le reste des voyageurs, des visiteurs sont passés, et sans que personne fasse gaffe au fait qu'ils restent sur place, ils se disent allez, on y va, les légendaires réunis un jour, le légendaire réunis toujours, en gueulant bien fort comme ça, et personne ne remarque ça. La discrétion. Enfin bon, ils errent un petit peu vers les racines de l'arbre de Gamera. Et au bout d'un moment, ils tombent sur certains travailleurs qui au passage sont doublés comme des pieds. Le doublage est à chier chez énormément de personnages. Vous m'excuserez, mais merde Autant les autres, je commence à m'y faire un petit peu. On sent que les acteurs, les comédiens de doublage prennent petit à petit le coup. Hein. On s'y fait un petit peu, même si, une fois de plus,
c'est pas vraiment les voix que je m'imaginais, mais ils prennent un peu plus le coup. Hein. Mais ouais, je sais pas quoi, j'ai l'impression qu'ils ont fait une prise, les mecs qui ont doublé les travailleurs, les ouvriers, parce qu'ils avaient pas le temps de faire plus, ça coûtait trop cher sinon, je sais pas trop. Enfin bref, ils sont escortés par les ouvriers parce qu'ils croient toujours que ce sont des visiteurs. Et c'est là qu'ils tombent par hasard sur la princesse Adenia qui est venue leur apporter un petit peu à manger pour se montrer gentille envers eux. C'est vraiment sympa parce qu'elle n'avait pas à faire ça. Je veux dire, sans se mettre un peu les gens dans la poche, on essaye de se la jouer Hans. Sans lui montrer, ah ouais, c'est ce genre de petites manipulations à la con pour bien se mettre les gens dans la poche. Il y a Danaël qui la voit et qui est subjugué par sa beauté. Au début, je me suis dit, peut-être que c'est pour jouer un peu sur le fait qu'elle a jeté une espèce de sort et que c'est ça qui la rend aussi appréciable des gens. Mais non, en fait, c'est juste qu'il est subjugué par sa beauté, Danaël. Et ça amènera une espèce de dispute à la con entre lui et Jadina qui s'étendra un petit peu tout le long de l'épisode. Parce que là, Jadina restera figée sur le fait que c'est forcément elle, la grande méchante derrière tout, hein, tandis que Danaël sera pas si sûr. Et donc essaiera de la défendre parce que ouais, il a une espèce de petit béguin pour elle ou quoi que ce soit. Une espèce de drama de merde dans le couple. Waouh, merci pour rien. Mais bon, après... quelque chose de très con en fait, ils se montrent totalement maladroits à un stade forcé, ils se font repérer par tout le monde et capturer parce que bon, ils n'ont pas le droit d'être là, hein, surtout Jadina, et donc ils sont amenés devant la reine Adéride où ils essayent d'exposer un petit peu pourquoi ils sont là. Jadina qui dit qu'Adenia est forcément une traîtresse, tandis que Adéride qui, oui au passage, est là aussi comme Jadina super mal rendu. Mais vraiment super mal rendu, c'est moche, je trouvais. Alors on essaye de la rendre plus bronzée que dans la BD. Et ça fait un très mauvais contraste, quoi, ce ton de couleur. Alors que bon, elle était un petit peu bronzée dans la BD, mais pas trop. Et donc, ouais, on pourrait croire que elle a un teint quand même beaucoup plus bronzé que ça, Jadina. C'est un petit peu bizarre hein, par rapport à sa mère. Waouh, est-ce que c'est si grave que ça? Tout le monde s'en foutait de ce genre de truc. J'ai vu personne aller très loin à ce niveau-là, se dire oh, c'est un peu bizarre qu'elle soit pas aussi bronzée que ça, la mère de Jadina, ou son père, parce que son père aussi, hein, lui, il est aussi pâle que moi. Donc, donc je sais pas, il essaie de justifier ça. Apparemment. Ok. Alors, faudra peut-être que je me revoie aussi l'épisode 7, il me semble, je sais plus trop, 7 ou 8. 8, où on voit le portrait d'Adéride plus âgée, et il me semble qu'elle n'était pas aussi bronzée que ça, en fait. Enfin bon, c'est un détail, ça, mais le fait est que ça rend très mal, quoi. C'est cette couleur... Elle bave sur l'image et elle est pas agréable à regarder du tout, Adéride. C'est vraiment difficile à regarder ce truc-là. Alors il y a aussi son attirail, peut-être que ça jure aussi, j'en sais rien, mais voilà, visuellement c'est assez moche. Ça fait longtemps qu'un épisode m'avait pas aussi interpellé par sa pauvreté visuelle. Hein. Mais là vraiment, le rendu visuel de nos personnages... pas fameux, hein, le personnage qu'on met en place. En tout cas, voilà, on ne la croit pas, hein, Adéride fait du drama elle aussi en disant ah, je ne t'aime plus, tu n'es plus ma fille, une connerie comme ça. Bon, pas dans ces termes-là, mais elle renvoie un petit peu ce message-là comme quoi tu fais honte à ta famille, tout ça, on vous enferme. Mais heureusement, Vangelis, lui de son côté, hein, parce que Vangelis est toujours présent, je rappelle que c'est le précepteur qu'on avait vu il y a quelques épisodes de ça, se dit il y a quand même quelque chose de louche chez cette fille, chez cette princesse Adenia, et décide en catimini de libérer nos héros pour enquêter un petit peu avec eux sur cette princesse nouvellement arrivée par rapport au fait qu'elle est un peu trop parfaite. Je veux dire, elle se comporte trop parfaitement, elle est trop gentille. Je veux dire, trop gentille par rapport à quoi? Elle est gracieuse, elle prépare à manger aux mineurs pour... Mais en quoi c'est censé être quelque chose de trop parfait pour être crédible, ça? Si ce genre de petits actes sympas c'est louche pour vous, eh ben, vous avez une piètre opinion de l'humanité, hein. En tout cas,
voilà, il lui fait pas confiance, il se doute de quelque chose par rapport à elle, en dépit du fait que tout semble concorder. Elle a le même bracelet, exactement le même bracelet qu'on connaissait de la princesse disparue, donc ça a vraiment l'air d'être elle. Donc ils se disent on va faire quelques recherches là-dessus, il doit y avoir quelque chose de louche par rapport à ça. Tandis que ils vont rechercher dans des bouquins différents trucs qui mèneront à quelque chose qui viendra un petit peu. On va voir la scène que j'apprécie autour de Griff, où il essaye de se faufiler un petit peu dans les appartements d'Adenia pour voir si elle cache quelque chose. Et au bout d'un moment, il se fera repérer de façon un petit peu stupide, mais il la jouera un peu fine en tablant un petit peu sur la personnalité qu'on est censé un petit peu connaître de lui, c'est-à-dire le fait d'être un dragueur. C'est quelque chose qu'on voit très peu, et donc je suis content qu'on appuie un petit peu ça. C'est un dragueur, hein, Griff, hein, il adore le truc, hein, et... Donc, histoire de donner le change de faire croire qu'il n'était pas là pour l'espionner, etc., il la drague, en disant « Ah, s'il vous plaît, vous pourriez être... être mienne, être ma compagne, tout ça, tout ça. » Et vraiment, il joue le jeu à fond jusqu'au bout, même quand on voit que ça répugne un petit peu à Adenia. Il dit « D'accord, très bien, mais je saurai vous conquérir par la suite. » Donc, histoire de cacher qu'il lui a piqué un espèce de bouquin et qui n'amènera à rien. Voilà. Et c'est ça le truc, ce qu'on va avoir après, ça n'amènera à que dalle. Puisque, voilà, il découvre très vite, dans un des bouquins, ici là, quoi, qu'il y avait quelque chose de gravé sur tous les bracelets sculptés par ce type en particulier qui a sculpté le bracelet, donc qui s'appelle Pomme, jus de paume. Voilà, une fois de plus, Sobral, à fond, il adore ça. Hein, et donc voilà, il y a toujours une espèce de petit symbole qui apparaît lorsqu'on l'éclaire avec une certaine lumière, et on le voit pas ce symbole. Donc pour eux, c'est la preuve que c'est forcément un imposteur. Et voilà, ils se disent, on n'a plus rien d'autre à chercher. On se dit, paf, ça veut forcément dire que c'est une fausse, on va pas chercher plus loin. On vient la confronter publiquement devant donc quelques mineurs et l'arène d'Erid alors qu'ils s'apprêtent à visiter un petit peu les mines, en se disant que tiens, elle compte sans doute se débarrasser d'Adérid et donc la succéder après. Ouais, c'est là que on voit qu'ils sont pas particulièrement réfléchis puisque elle a la répartie plutôt intelligente à ça, Adénia, en disant oui, qu'est-ce qui vous prouve que ce jus de paume a toujours gravé ce poinçon à chacune de ses œuvres? Si ça se trouve, il l'a pas fait pour ça. Est-ce que vous l'avez correctement éclairé aussi? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir utilisé la bonne lumière et tout? C'est pas une preuve indéniable que je suis une imposteur, ça. Et puis bon, si je voulais me débarrasser de la reine Adérid, quoi, pourquoi on ferait cette visite avec tous ces témoins? Parce que voilà, ils sont pas seuls. Et ouais, il y a pas l'argument, ils se font complètement avoir comme des bleus à ce niveau-là. Donc ça n'amenait à rien. Et là, je me dis, ok, ils vont devoir être plus fins que ça pour la démasquer, cette fille. Et non, en fait, à un moment donné, il y a la plume qui tombe du bouquin que Griff a volé, et c'est là qu'il se met à la renifler et reconnaître l'odeur de Scroix. Scroix, le magicien qu'on avait vu à l'épisode 2, et je comprends pas pourquoi t'as pas reniflé ça durant toute la période pendant laquelle tu as piqué ce bouquin, parce que maintenant que tu sens cette odeur, genre l'odeur de la couverture, elle cachait un petit peu trop l'odeur de Scroix. Je comprends pas le délire, sérieusement. Comment t'as fait pour ne pas la reconnaître tout de suite, cette odeur? Mais bon, voilà, maintenant Griff dit, j'ai reconnu l'odeur de Scroix. Elle essaye même pas de s'en défendre à Adénia ou quoi que ce soit, en disant, ouais, peut-être que tu reconnais l'odeur de Scroix sur cette plume. Qu'est-ce qui me prouve? Qu'est-ce qui prouve particulièrement que c'est vraiment elle? Et surtout, en quoi ça prouve que je suis foncièrement une imposteur? Si ça se trouve, cette plume vient d'ailleurs, qu'est-ce qui prouve grand-chose? Elle aurait pu continuer sur cette voie-là, mais non, elle se dit, oh tant pis, je suis démasqué, merde. Et donc oui, c'était bel et bien Scroix qui s'était fait passer pour la princesse et qui se dévoile au grand jour, comme ça. Et donc, c'est une révélation à la con, super rapide, qui aurait pu être mise en place de façon beaucoup plus forte que ça, mais voilà, c'est Scroix.
Là, il dévoile aussi qu'il comptait pas tuer la reine d'Adéride, mais juste prendre le contrôle puisqu'il avait fait forger un petit diadème pour elle en lui mettant une espèce de joyau de contrôle mental. Et voilà, après, c'est de l'action acceptable, hein, où d'un côté Scroi va vouloir se barrer maintenant qu'il est dévoilé, et donc la plupart de nos héros vont devoir le suivre, tandis que Jadina combattra sa mère pour lui retirer ce diadème alors qu'elle est contrôlée, dans un combat pas trop mal, honnêtement, où elle relâche un petit peu ce qu'elle a à lui dire à sa mère, quoi, comme quoi ses parents lui manquent, ça lui manque d'être avec ses parents, mais elle doit assumer ses responsabilités et œuvrer pour défaire l'accident Jovenia qui touche tout le monde. C'est un moment de combat plutôt cool entre Jadina et sa mère, où elle finit par la libérer. Et apparemment, elle se souvient pas, c'est un espèce de truc de contrôle mental qui fait qu'on se souvient pas quand on a été contrôlé mentalement. Donc apparemment, elles ont pas trop souvenir de cette elle aura pas trop souvenir de cette discussion, sa mère. Tandis que le reste de nos héros, donc, suivra Scroi qui décidera de mettre en place un espèce de wagon explosif qui va foncer vers le cœur de l'arbre de Gamera et tout faire exploser. Et donc, il faut empêcher ça alors que Scroi se barrera, donc, pour revenir à notre jour. Et voilà, ça va être une espèce de moment assez relativement acceptable, plutôt intéressant, palpitant, classique, où ce sera de la chasse de wagons, où ils devront empêcher l'explosion juste à temps, in extremis. Ça passait bien, c'était cool. Après ça, Jadina dira un petit peu ses au revoir à sa mère, qui apparemment voudra qu'elle reste, mais elle n'acceptera pas, parce que pour elle, il y a quand même d'autres choses à faire, à accomplir. L'accident Jovenia, il doit toujours être défait. Et voilà, ça se termine là. C'était pas mal, pas trop mal. Et le gros problème que j'ai avec cet épisode, c'est que, une fois de plus, la mise en scène est très grossière par moments. Pas aussi grossière que d'autres fois, ce qui fait que j'apprécie acceptablement cet épisode, mais ouais, c'est quand même grossier, hein, de nombreux moments, la façon dont les choses évoluent, etc. Et je trouve que vous auriez pu mettre en place des choses plus palpitantes avec exactement les mêmes bases, comme d'habitude. Ça, c'est quelque chose que j'ai à redire sur énormément d'épisodes, en fait. Vraiment, 9 épisodes sur 10, je pense que je pourrais faire ça, quoi. Changer la mise en scène, raconter la même chose, changer la mise en scène, faites quelques petits détails différemment, et vous pourriez avoir des épisodes très sympas. Mais non, il faut que vous forciez la mise en scène gamine, et que, je sais pas, apparemment vous n'avez pas eu énormément de temps pour réfléchir, les scénaristes n'ont pas eu énormément de temps pour faire quelque chose de bien poussé, d'un tout petit peu réfléchi clairement pour que ça passe bien, et on a droit à ça, malheureusement. Ça gâche le potentiel intéressant de ces histoires, qui une fois de plus se regardent sans plus, pour les meilleurs qui d'autres sont un peu trop mal foutus pour être acceptables. Mais bon, ça se regardait, et bon, c'est cool de rebondir, de repartir sur des personnages secondaires qu'on a déjà montrés. Voilà, Vangelis, on l'avait déjà vu, on insiste un peu plus là-dessus, sur le royaume d'Orquilia, ça fait plaisir. Et ouais, je suis sûr que si vous aimez les tomes 13-14, et que vous avez cette version un petit peu moins mature, mise en place d'histoire autour du royaume, ça pourra vous frustrer un peu, hein, je comprends ça. Après, les tomes 13-14 sont pas les meilleurs de la saga pour moi. Et c'était une approche acceptable. En termes de plan de méchant du jour, ça va, c'est pas trop mal pensé. Bien, on verra ce qui se passe dans la suite. À bientôt pour l'épisode 12. Bye!